Pendant près de 3 décennies, les États-Unis ont considéré le chasseur soviétique MiG-21 comme une menace mineure, un simple intercepteur produit en masse selon les analystes occidentaux. Mais le 16 août 1966, un événement va tout changer. Un pilote irakien atterrit en Israël avec un MiG-21 intact, marquage militaire irakien toujours visible sur le fuselage. Ce qui semblait être un simple appareil soviétique allait révéler des secrets qui transformeraient la guerre aérienne moderne. Des déserts du Moyen-Orient aux cieux secrets du Nevada, découvrez comment un seul avion a changé l'histoire de l'aviation de combat. Dans les années 1950, alors que l'Occident développe des chasseurs de plus en plus complexes et coûteux, l'Union soviétique adopte une philosophie radicalement différente. Au bureau d'études Mikoyan-Gurevitch, les ingénieurs conçoivent un appareil qui deviendra une légende, le MiG-21, nom de code OTAN Fishbed. Son premier vol a lieu le 16 juin 1955. La conception est révolutionnaire dans sa simplicité. Une aile delta balayée à 57 degrés, un fuselage elliptique étroit comme un crayon, un moteur turboréacteur puissant. L'objectif est clair, créer un intercepteur supersonique capable d'atteindre Mach 2, mais suffisamment simple pour être produit en masse et opéré par des pilotes peu expérimentés. En 1959, la production commence. Les chaînes d'assemblage soviétiques atteignent un rythme impressionnant. À son pic, un MiG-21 sort d'usine chaque jour. L'appareil est exporté massivement vers les pays du pacte de Varsovie, l'Égypte, la Syrie, l'Irak. Plus de 60 nations finiront par l'acquérir. Le prix est imbattable. Pour le coût d'un seul F-4 Fantôme américain, l'Union soviétique peut produire 3 MiG-21. Cette stratégie quantitative inquiète peu l'Occident. Les services de renseignement occidentaux classifient le Fishbed comme technologiquement inférieur. Les rapports de la CIA décrivent un radar primitif, une autonomie limitée, une avionique basique. Les pilotes américains, confiants dans la supériorité de leurs F-4 Fantôme et F-105 Thunder Chief, considèrent le MiG-21 comme une cible facile. Mais au-dessus du Vietnam, entre 1965 et 1968, la réalité devient brutale. Les pilotes nord-vietnamiens volant sur MiG-21 et guidés depuis le sol infligent des pertes surprenantes. Le ratio de victoire américain chute dramatiquement, de 12 contre 1 en Corée à seulement 3,7 contre 1 au Vietnam. Les MiG-21 utilisent des tactiques hit and run dévastatrices, exploitant leur petite taille, leur agilité et leur taux de montée exceptionnel. Les F-4 Fantôme, conçus pour intercepter des bombardiers lents à longue distance avec des missiles, se retrouvent piégés dans des combats tournoyants rapprochés où le MiG-21 excelle. La US Navy suspend temporairement ses opérations en 1968, une humiliation pour la plus puissante force aérienne navale du monde. Washington a besoin de réponses. Mais comment étudier un adversaire qu'on ne possède pas? La solution viendra d'une source inattendue, à des milliers de kilomètres du Vietnam. Écrivez MiG dans les commentaires si vous connaissiez déjà ce chasseur légendaire. Et abonnez-vous à l'énigme militaire pour découvrir d'autres secrets de la guerre froide. Bagdad, Irak, 1964. Le capitaine Mounir Redfa, pilote de chasse assyrien chrétien, fait partie des 5 seuls pilotes autorisés à piloter le MiG-21 pour l'armée de l'air irakienne. Membre de l'élite du 11e escadron, Redfa devrait être satisfait. Mais la discrimination religieuse le ronge. Chrétien dans un régime dominé par des musulmans, il est cantonné loin de sa famille à Bagdad, autorisé à voler uniquement avec des réservoirs de carburant réduits par méfiance. Pire encore, on lui ordonne de bombarder les villages kurdes, une minorité comme la sienne. L'amertume grandit. Le Mossad, le service de renseignement israélien, surveille. Un intermédiaire juif irakien, nom de code Youssouf, identifie Redfa comme candidat potentiel. 15 officiers irakiens sont envoyés en formation à la base aérienne de Randolph, Texas. C'est là que le Mossad frappe. Une agente, se présentant sous le nom de Lisa Bratt, belle et cultivée, approche Redfa lors d'une soirée. Elle mélange charme et menace subtile. « Argent ou plomb », lui dit-elle finalement. L'opération n'est pas sans risque. D'autres pilotes irakiens ont déjà refusé. Le premier lieutenant Hamid Daoué est abattu dans un bar au Texas en juin 1965, après avoir rejeté l'offre. Le capitaine Mohamed Raglob est jeté d'un train en Allemagne en février 1966 pour avoir exigé trop d'argent. Redfa, lui, accepte. L'offre est généreuse. 1 million de dollars, la citoyenneté israélienne, un emploi garanti et l'exfiltration de toute sa famille d'Irak. En juillet 1966, Redfa visite secrètement Israël. On lui montre la base aérienne de Hatzor où il devra atterrir. Il rencontre le général Mordecai Hod, commandant de l'armée aérienne israélienne.
Chaque détail du vol est répété inlassablement. Les Israéliens connaissent la base irakienne avec une précision troublante. Nom du personnel, disposition des installations, routine des vols d'entraînement. Pendant ce temps, la famille de Redfa quitte discrètement l'Irak, un à un, sous prétexte de tourisme ou de soins médicaux. Le 16 août 1966, jour choisi. Redfa décolle de sa base pour ce qui semblait être un vol d'entraînement routine au-dessus du nord de la Jordanie. Son MiG-21 F-13, numéro de série 534, transporte du carburant supplémentaire secrètement arrangé. Les Jordaniens détectent l'appareil au radar, mais les Syriens les rassurent, c'est un vol soviétique. Mensonge, coordonné. Redfa traverse la frontière israélienne. 2 Mirage 3 israéliens l'interceptent. Il baisse son train d'atterrissage, signal universel de reddition pacifique. Les Mirages l'escortent à Hatzor. À 13h30, le MiG-21 irakien touche le sol israélien. Redfa coupe les moteurs avec, selon ses mots, la dernière goutte de carburant. L'opération Diamant, 3 ans de préparation, vient de réussir. Israël possède maintenant l'arme la plus secrète du bloc soviétique, et l'histoire vient de basculer. Dans les hangars secrets de la base aérienne de Hatzor, les techniciens israéliens se mettent immédiatement au travail. Le MiG-21, marquage irakien encore visible, est photographié sous tous les angles. Quelques semaines plus tard, le pilote d'essai israélien Dani Shapira prend les commandes pour le premier vol de test. L'appareil reçoit le matricule 007, clin d'œil à la manière dont il est arrivé, digne d'un film d'espionnage. Les ingénieurs israéliens démontent systématiquement chaque composant, radar RP-21, viseur ASP-5ND, système d'armement, moteur R11F2-300. Redfa, pour sa part, apporte un trésor supplémentaire, tous les manuels techniques et tactiques du MiG-21. Pendant des mois, l'armée de l'air israélienne teste le Fishbed contre ses propres Mirage 3. Les découvertes sont surprenantes. Le MiG-21 peut tourner plus serré que le Mirage à basse vitesse. Son taux de montée est exceptionnel, plus de 36 000 pieds par minute dans certaines variantes. Sa petite taille le rend difficile à repérer visuellement, un avantage crucial dans un combat aérien. Mais les faiblesses sont également évidentes. Le radar est primitif, avec une portée effective limitée. L'autonomie est courte, environ 1600 km avec le carburant interne seulement. La visibilité depuis le cockpit est médiocre, particulièrement vers l'arrière. Le canon NR-30 de 30 mm n'a que 60 obus. Et surtout, au-dessus de 15 000 pieds et à haute vitesse, l'appareil souffre de sévères vibrations. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces informations ont sauvé des centaines de vies américaines. Ces informations valent de l'or. Le 7 avril 1967, lors de combats aériens au-dessus du plateau du Golan, l'armée de l'air israélienne abat 6 MiG-21 syriens sans perdre un seul Mirage 3. La connaissance acquise grâce aux spécimens de Redfa fait la différence. Les pilotes israéliens savent maintenant exploiter les faiblesses du Fishbed, maintenir la vitesse élevée, éviter les combats tournoyants prolongés à basse altitude, forcer le MiG à brûler son carburant rapidement. Quelques semaines plus tard, pendant la guerre des 6 jours de juin 1967, Israël détruit 452 avions arabes, dont plus de 300 le premier jour. La domination aérienne est écrasante. En mai 1967, Richard Helms, directeur de la CIA, contacte les Israéliens. Si Israël a tiré tant de bénéfices du MiG-21, peut-être les États-Unis aussi. Les négociations aboutissent rapidement. En échange du prêt du MiG-21, Israël recevra des F-4 Phantom, que Washington refusait jusqu'alors de vendre. Le 23 janvier 1968, le MiG-21 irakien est démantelé, emballé dans des conteneurs sécurisés et chargé à bord d'un C-141 Starlifter. Destination Groom Lake, Nevada, zone 51, l'endroit le plus secret d'Amérique. Là-bas, le programme Half Donut va commencer et les pilotes américains vont recevoir le choc de leur vie. Désert du Nevada, janvier 1968. Au cœur de la zone 51, aussi appelée Groom Lake, le MiG-21 irakien est réassemblé. L'appareil reçoit la désignation américaine YF-110. La Foreign Technology Division de l'Air Force Systems Command supervise l'opération, avec des experts de l'Air Force Tactical Air Command et de la Navy. L'objectif du programme Half Donut est clair, voler le MiG-21 contre chaque chasseur américain en service et découvrir comment le vaincre. Pendant 40 jours, entre janvier et avril 1968, le Fishbed effectue 102 sorties pour un total de 77 heures de vol. Seules 11 sorties sont annulées pour problèmes techniques, un taux de disponibilité que peu d'avions américains égalent.
Les pilotes d'essai américains, parmi lesquels le lieutenant-colonel Joel B. Jordan de l'Air Force et le commandeur Thomas T. Cassidy de la Navy, volent le MiG-21 contre tout. F-4 Phantom, F-105 Thunder Chief, F-111 Aardvark, F-100 Super Sabre, F-141 Starlifter, F-5 Freedom Fighter. Les résultats sont troublants. En combat tournoyant à basse vitesse, le MiG-21 surclasse presque tous les chasseurs américains. Il peut faire des virages plus serrés que le Mirage à n'importe quelle vitesse, jusqu'à la limite structurelle de l'appareil. Le F-105 et le F-100 n'ont aucune chance dans un dogfight. Le rapport final recommande au F-141 d'utiliser uniquement des tactiques de hit and run à haute vitesse et d'éviter absolument les engagements prolongés s'il y a des MiG. Le F-4 Phantom doit maintenir sa vitesse au-dessus de Mach 0,98 sous 15 000 pieds pour échapper aux MiG. Mais les faiblesses sont également évidentes. Le radar est primitif avec une portée effective limitée, l'autonomie est courte, environ 1600 km avec le carburant interne seulement. La visibilité depuis le cockpit est médiocre, particulièrement vers l'arrière. Le canon NR-30 de 30 mm n'a que 60 obus, et surtout, au-dessus de 15 000 pieds et à haute vitesse, l'appareil souffre de sévères vibrations. Les implications sont immenses. La Navy, confrontée à des ratios catastrophiques au Vietnam, commande une enquête complète connue sous le nom de Report Holt en 1968. Les conclusions sont sans appel. Les pilotes américains ne sont pas formés au combat aérien reproché réaliste. Ils dépendent trop des missiles et négligent le combat de manœuvre. Le 3 mars 1969, la Navy crée la United States Navy Fighter Weapons School à la Naval Air Station Miramar, Californie. Le nom officieuse, Top Gun. 8 instructeurs F-4 Phantom, dirigés par le lieutenant-commandeur Dan Pedersen, construisent le programme à partir de zéro dans une remorque abandonnée. Ils utilisent des A-4 Skywalk et des T-38 Talon pour simuler les MiG-17 et MiG-21. Ils enseignent ce qu'ils ont appris à Groom Lake. Connaître l'ennemi, exploiter ses faiblesses, ne jamais sous-estimer un adversaire. Le premier gradué Top Gun à abattre un MiG-21 est le lieutenant Diri Béoulier, le 28 mars 1970. Son entraînement a fait la différence. En 1972, quand les opérations aériennes reprennent massivement au Vietnam, le ratio de victoire de la Navy explose, 12,5 contre 1. Les gradués Top Gun représentent la majorité des victoires. L'histoire du MiG-21 007 ne s'arrête pas en 1968. Après les tests Have Donut, Israël récupère l'appareil. Il reste en service dans l'armée de l'air israélienne pour l'entraînement des pilotes pendant des années. Aujourd'hui, il repose au musée de l'armée de l'air israélienne à Etzerim, témoin silencieux d'une des opérations d'espionnage les plus réussies de l'histoire. Munir Redfa, l'homme qui a tout rendu possible, a vécu discrètement en Israël, puis aurait émigré aux États-Unis selon certaines sources. Il est décédé d'une crise cardiaque vers 1998, ses fils ayant disparu de la scène publique. Sa famille, exfiltrée avec succès via Paris et la Turquie, a échappé aux représailles irakiennes, bien qu'un cousin ait été exécuté par les autorités de Bagdad en représailles. Mais l'impact du programme Have Donut dépasse largement un seul homme ou un seul appareil. Les données collectées ont sauvé des centaines, peut-être des milliers de vies américaines au Vietnam et dans les conflits suivants. Les tactiques développées à Groom Lake sont enseignées à chaque pilote de chasse américain depuis 50 ans. Le programme Constant Peg, qui a suivi dans les années 1980, a continué cette tradition en faisant voler des MiG-21 et d'autres chasseurs soviétiques acquis secrètement contre des pilotes américains au Tonopah Test Range. Le 44 777e Test and Evaluation Squadron opérait 26 MiG-21 et MiG-23 en 1985, permettant à des centaines de pilotes de combattre contre l'adversaire réel. Le MiG-21 lui-même est devenu le chasseur supersonique le plus produit de l'histoire. Plus de 11 000 unités ont été construites par l'Union soviétique, avec 657 supplémentaires fabriqués sous licence en Inde par Hindustan Aeronautics Limited, 194 en Tchécoslovaquie. La Chine a produit plus de 2400 variantes connues sous le nom de Chengdu J7, dont la production n'a cessé qu'en 2013. Environ 60 nations ont opéré le Fishbed à travers 4 continents. Sa production a duré 26 ans, de 1959 à 1985, un record pour un chasseur à l'époque. 7 décennies après son premier vol, le MiG-21 reste en service dans plusieurs forces aériennes. L'Inde vient tout juste de retirer ses derniers MiG-21 Bison modernisés.
La Croatie et la Roumanie, membres de l'OTAN, ont opéré des Fishbed jusqu'aux années 2020, surnommé l'AK-47 des avions pour sa simplicité et sa robustesse. Le MiG-21 a participé à presque tous les conflits depuis les années 60. Vietnam, guerres israélo-arabes, guerre Iran-Irak, conflits en Afrique, guerre civile syrienne. Même en 2019, un MiG-21 Bison indien aurait abattu un F-16 pakistanais au-dessus du Cachemire, exploit remarquable pour un design vieux de plus de 6 décennies. Cette longévité témoigne d'une conception fondamentalement solide. Mais elle révèle aussi une vérité plus profonde sur la guerre moderne. La technologie seule ne gagne pas les batailles. La connaissance de l'adversaire, l'entraînement réaliste, la capacité d'adaptation comptent tout autant. Le MiG-21 volé par Munir Redfa a enseigné cette leçon aux États-Unis. Une leçon qui résonne encore aujourd'hui dans chaque école de pilotage de chasse occidentale. Quelle autre opération d'espionnage de la guerre froide devrait être racontée dans un prochain documentaire? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire et d'activer la cloche pour ne manquer aucun secret militaire. Partagez cette vidéo avec les passionnés d'histoire militaire.